Marcel Proust. Alors Marcel Proust, pour nous tous, c'est d'abord la fameuse Madeleine. Mais qu'est-ce au juste que cette Madeleine proustienne à laquelle tout le monde fait toujours allusion sans forcément avoir lu le passage? Eh bien le voici, il est temps que vous l'entendiez. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelés Petite Madeleine, qui semblait avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle l'était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Eh bien, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. D'où vient cette réminiscence de la petite Madeleine? Et pourquoi Proust choisit-il des phrases aussi complexes pour convoquer les souvenirs de ce temps perdu? Tout d'abord, quelques éléments biographiques. Marcel Proust est né en 1871, dans la deuxième moitié du XIXe siècle donc, et mort en 1922. On s'accorde à le placer parmi les auteurs du XXe siècle, puisque l'essentiel de son œuvre a paru au XXe siècle. Il y a une proximité bien connue entre la biographie de Proust et la vie du narrateur de La Rochère. Je crois que ce ne soit pas une autobiographie à proprement parler. Dans les deux cas, il s'agit d'un jeune homme de la grande bourgeoisie parisienne qui comprend que certaines valeurs morales attachées au sentiment de la hiérarchie des classes sont en train de se désagréger. Il est le témoin de cette évolution qu'il consigne par écrit dans une œuvre. L'Encyclopédia Universalis dit « L'œuvre de Marcel Proust est, comme sa vie, le lieu de rencontre de deux époques, la tradition classique du XIXe siècle et la modernité, celle du XXe siècle, qui fait irruption de manière fracassante avec la guerre de 14, qu'on retrouve dans Le Temps retrouvé ». Né en 1871, donc, le petit Proust est un enfant fragile, asthmatique, qui passe son enfance entre ses deux parents, son père qui est un grand médecin célèbre, et sa mère très intelligente, très cultivée, très présente, ainsi que sa grand-mère maternelle, et un petit frère qui suit une voie différente et qui disparaît complètement de la recherche. Le jeune Marcel fait des études littéraires coupées de crises d'asthme, une licence de lettres et de philosophie, une autre licence de droit. Il suit aussi des cours de sciences politiques, mais il refuse toute carrière. Ce qu'il veut, c'est devenir écrivain. Dès 1898, il est un ardent défenseur de Dreyfus et prend donc position dans les salons mondains du Faubourg Saint-Germain pour le capitaine. Il décide de se consacrer exclusivement à la littérature très tôt et s'exerce d'abord à différents genres. L'essai, avec son Contre Sainte-Beuve qui conteste l'explication de l'œuvre par l'homme, le roman avec Jean Santeuil qui est une sorte de brouillon de premier essai de la recherche du temps perdu, dans lequel on retrouve déjà des leitmotifs qui vont revenir dans la recherche, le conte, la poésie et le pastiche dans le très joli recueil que je vous conseille beaucoup de lire qui s'appelle Les plaisirs et les jours, une succession de petits poèmes, de petits contes, de petits pastiches très agréables à lire et très courts qui peuvent se feuilleter très facilement. C'est un bon moyen d'entrer dans cette œuvre. Et enfin, l'étude littéraire avec pastiches et mélanges. Et puis Proust traduit aussi, il traduit l'anglais Ruskin qui lui permet de préciser en creux sa propre esthétique. En 1903, il perd son père et en 1905, il perd sa mère. Cette deuxième mort le bouleverse, le brise. Il est inconsolable, mais en même temps, elle le libère d'une certaine manière, puisque désormais,
libéré du regard de ses parents, Proust peut dire et surtout écrire ce qu'il voudra en tant qu'écrivain, en tant que homosexuel aussi, sans craindre le regard de ses parents. Il peut vivre également une grande histoire passionnelle avec son secrétaire Agostinelli, qu'il transposera dans La recherche du temps perdu sous les traits féminins d'Albertine, la fameuse jeune fille en fleurs dont le narrateur s'éprend. À partir de 1906, donc l'année qui suit la mort de sa mère, le jeune Proust, il n'est plus si jeune d'ailleurs, Proust vit une existence de malade, entrecoupée de quelques sorties mondaines et surtout une existence d'écrivain, puisque dans sa chambre entièrement tapissée de liège, il écrit plus de 10 000 pages. Mais qu'est-ce que c'est que ces 10 000 pages que Proust va écrire de 1906 à sa mort ? Eh bien, ces 10 000 pages, c'est le fameux cycle de la recherche du temps perdu. Cette somme romanesque de 7 volumes, publiée à partir de 1913 jusqu'en 1927. À la recherche du temps perdu, c'est à peu près comme un seul roman divisé en 7 tomes. Et donc 7 tomes qui commencent par le fameux Du côté de chez Swann, paru de manière extrêmement remarquée en 1913. Ensuite, après la Première Guerre mondiale, paraît À l'ombre des jeunes filles en fleurs en 1918, récompensé du prix Goncourt en 1919. Puis Du côté de Guermantes en 1920, Sodome et Gomorrhe en 1922, l'année de la mort de Proust, et donc posthume en 1923 La prisonnière, en 1925 Albertine disparue, en 1927 Le temps retrouvé. L'œuvre est donc inachevée, puisque Proust est mort prématurément en 1922 à cause de sa santé très fragile. Il avait déclaré d'ailleurs dans Le temps retrouvé « Combien de grandes cathédrales restent inachevées ?» En effet, le roman de Proust, c'est un roman cathédral qui est resté inachevé. Alors, un roman cathédral, d'abord un roman. Je vous l'ai dit, la recherche n'est pas une autobiographie, même si le narrateur, comme Marcel Proust, s'appelle Marcel, et même s'il a une vie qui lui ressemble. C'est le roman de la vocation d'un écrivain, un long récit remémoration à la première personne. À ce personnage, il n'arrive que peu d'aventures. L'objet de ce récit, c'est que l'écrivain modifie sa vision du monde au fil des années et décrit cette évolution de sa conscience. À travers quelques événements qui sont des sortes de symboles, il nous livre une peinture de la société française de la fin du XIXe siècle jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'unité de ces 7 romans, eh bien, évidemment, c'est le même narrateur, c'est le retour des mêmes personnages, et puis des thèmes récurrents, qui sont ce qu'on appelle des leitmotivs. Le regret de l'enfance, l'amour et la jalousie, la prise de conscience de la mort, le rapport entre rêve et réel, le sens de la création artistique, entre mille et autres thèmes que le narrateur explore avec une finesse et une subtilité d'analyse inégalées. C'est un roman cathédral qui dresse un édifice et au terme duquel le narrateur subit une initiation mystique. C'est un roman initiatique puisque c'est l'histoire de la découverte d'une vocation d'écrivain. C'est aussi le roman de la fin d'un monde, la peinture de l'affrontement de 2 mondes en déclin, une sorte de Vanity Fair, foire aux vanités, avec d'un côté la lignée aristocratique des Guermantes, la vieille noblesse qui est en train de s'éteindre dans le faubourg Saint-Germain, qui perd petit à petit son pouvoir, et puis de l'autre le petit monde des salons parisiens, celui de la bourgeoisie enrichie et cultivée, éprise d'art et de musique, qui est elle aussi en train de disparaître à l'aube de la Première Guerre mondiale, à l'aube du XXe siècle. C'est une satire sociale de ces mondes en déclin, souvent très drôle, où les personnages incarnent des aspects de la société contemporaine. Odette de Crécy, la fameuse héroïne d'Un amour de Swann, est une grande cocotte. Oriane de Guermantes est une aristocrate extrêmement snob. Madame Verdurin, elle, est une bourgeoise parvenue, etc., etc.
Et ces deux mondes, le côté de Guermantes, celui de l'aristocratie, et le côté de chez Swann, celui de la grande bourgeoisie cultivée, vont fusionner dans une fusion qui signe leur fin. La confusion des deux mondes, c'est le début de leur déclin, puisque c'était leur séparation très grande qui les faisait exister l'un par rapport à l'autre. Odette de Crécy, la grande cocotte, devient la maîtresse du duc de Guermantes, alors qu'elle était l'épouse de Monsieur Swann. Et puis, une fois veuf, le duc de Guermantes épouse Madame Verdurin. Ce sont des mésalliances qui scellent la fin du monde d'hier avec ses castes infranchissables. Le roman de Proust, c'est une satire sociale, mais c'est aussi, et bien sûr, une réflexion très nuancée sur les intermittences du cœur, l'expression est de Proust. Les personnages sont beaucoup plus que des types, ils incarnent beaucoup plus que des symboles sociaux. Ils cachent en eux mille et un secrets, comme des personnes réelles. Ce sont des secrets qui ont trait à qui ils sont au-delà de leur moi social, à leur moi profond, et puis aussi à leur sexualité. L'idée chez Proust, c'est d'étudier la complexité des relations humaines, leur part de mystère, en se disant que l'autre nous échappe toujours, et que si l'on établit ce que Proust appelle une psychologie dans le temps, les masques sociaux, les masques des personnes que l'on connaît finissent par tomber, et ils prennent plusieurs visages. Proust avait écrit « Tels personnages se révéleront plus tard différents de ce qu'ils sont dans le volume actuel, différents de ce qu'on les croira, ainsi que cela arrive bien souvent dans la vie. » Il n'a pas tort, n'est-ce pas? C'est aussi, bien sûr, le thème de l'incommunicabilité entre les êtres, qui est une des sources de la jalousie. Proust écrit « On peut être près de la personne qu'on aime et cependant ne pas l'avoir avec soi ». C'est ce drame d'être toujours confiné dans son propre fort intérieur qu'explore le narrateur. Contrairement à Proust, il n'est donc, comme je vous l'ai dit, pas homosexuel. Il s'éprend notamment de Gilberte, puis d'Albertine, et il connaît les affres de la jalousie. Ses amours successives lui permettent d'explorer les subtilités du sentiment amoureux, comme celle d'ailleurs du baron de Charlus, un autre personnage, et de ses amants. Mais bien sûr, et c'est le secret de la petite Madeleine, le roman de Proust qui porte sur l'amour, qui porte sur la satire sociale d'un monde en déclin, c'est surtout le roman universel, intemporel de la mémoire et des sensations qui porte à son apogée l'art de la réminiscence romanesque. Le narrateur décide un jour de fixer sa vie dans une œuvre littéraire. Il laisse ses souvenirs ressurgir et c'est comme ça, en fixant dans la littérature ses souvenirs, qu'il retrouve le temps perdu, qu'il fait ressurgir le passé à travers la littérature. Les sensations que sa mémoire a emmagasinées font revenir le passé et la saveur de la petite Madeleine trempée dans du thé rappelle au narrateur son enfance, reconvoque les personnages, les gens, les jardins, les odeurs, les goûts de toute une époque de sa vie, la fait réapparaître simplement en lui faisant éprouver la même petite sensation gustative. De même, une petite phrase musicale entendue autrefois fait réapparaître son premier contexte d'écoute. Un peu comme quand vous réécoutez un podcast que vous avez déjà écouté et que vous voyez défiler dans votre tête les souvenirs du moment où vous l'aviez écouté la première fois. Le livre est monté à l'envers. Il commence par l'illumination de la petite Madeleine et puis il remonte le temps, puisque c'est une méthode, cet art de la réminiscence, pour remonter le cours du temps, pour retrouver le temps perdu. Et donc, on découvre à la fin que le héros aura pour mission d'écrire le livre qu'on est en train de lire. Donc il y a une structure cyclique. Dans une lettre de 1919, Proust écrit « Le dernier chapitre du dernier volume a été écrit tout de suite après le premier chapitre du premier volume. » Bah oui, puisque dans le premier chapitre du premier volume, le narrateur a la révélation de la Madeleine, et dans le dernier chapitre du dernier volume, il a la révélation qu'il faut qu'il écrive tous ces souvenirs qui lui sont revenus grâce à la petite Madeleine. La phrase de Proust mime ce travail de la mémoire, elle s'allonge et s'infléchit au gré de la pensée. Pour Proust, le style se caractérise non seulement par sa musicalité, mais, comme le dit l'Encyclopædia Universalis, par l'emploi des images et surtout de la métaphore. De même donc que l'extase de mémoire rapproche deux moments différents, la métaphore réunit deux objets du monde ou deux signes du langage.
Donc la mémoire marche comme la métaphore, elle rassemble deux moments ou deux images et elles abolissent toutes deux les distances. Pour finir, voici donc la recette pour retrouver le temps. Le narrateur s'est sauvé de la fuite du temps, de la vanité mondaine, grâce à la littérature. C'est comme ça qu'il résout la contradiction qui le hante depuis le début du récit et qui l'empêche d'écrire dans Le temps retrouvé. La vraie vie. La vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. Cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant, chez tous les hommes aussi bien que chez l'artiste. Mais ils ne la voient pas, parce que l'intelligence ne les a pas développés. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous souhaitez retrouver le temps perdu. Bien, vous confronter à la littérature, et le meilleur moyen pour commencer, c'est du côté de chez Swann. Bonne lecture.